Bienvenue dans ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Notre photo du jour nous emmène à Ouagadougou le 28 novembre dernier. Déplacement au Burkina Faso du nouveau président français Emmanuel Macron. Un président jeune avec des jeunes, des étudiants de Ouagadougou, pour un discours qui devait faire date. Il n'y a plus de politique africaine de la France, a clairement posé le chef de l'État. Emmanuel Macron qui a également rappelé qu'il était d'une génération qui n'a jamais connu l'Afrique comme un continent colonisé, de même que les 800 étudiants venus l'écouter ce jour-là. Dès lors, à quoi sert encore en 2018 ce franc CFA, qui signifiait à sa création en 1945 franc des colonies françaises d'Afrique, et qui perdure encore aujourd'hui sur le continent quand le franc, lui, n'existe plus chez nous? La réponse avec les cartes. C'est en Afrique de l'Ouest et du Centre que 14 États du continent forment ce qu'on appelle la zone franc, c'est-à-dire qu'ils partagent une monnaie commune, le franc CFA ou plutôt les francs CFA, car ces pays se sont organisés en deux espaces économiques et monétaires, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, avec le Sénégal, la Guinée-Bissau, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin et le Niger. La Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, qui comprend le Tchad, la République centrafricaine, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Gabon et la République du Congo. Chaque espace a sa propre banque centrale, à Dakar pour l'UEMOA, à Yaoundé pour la CEMAC et ses propres billets. Alors voyons tout d'abord comment fonctionnent ces monnaies uniques africaines. Premièrement, le franc CFA est arrimé à l'euro. Depuis le 1er janvier 1999, 1 euro égale 656 francs CFA. Ce taux de change est fixe. Quand l'euro monte, le CFA monte. Quand la monnaie de l'Union européenne baisse, le franc CFA baisse. Les pays de la zone franc n'ont donc pas la possibilité de dévaluer leur monnaie, ce qui les rend moins compétitifs à l'export. C'est pourquoi ses opposants y voient une limite à la souveraineté nationale, la monnaie étant l'un des moyens de la politique économique des États. Ce rattachement à l'euro fait donc du franc CFA une monnaie forte dans un contexte économique africain de sous-développement, et aussi une monnaie stable. Deuxièmement, les banques centrales de la zone franc doivent déposer 50% de leurs réserves de change à la Banque de France. En échange, le Trésor public français garantit la convertibilité des francs CFA dans n'importe quelle autre monnaie étrangère. Ce lien avec l'ancienne puissance coloniale remonte à la création de ce qui est alors le franc des colonies françaises d'Afrique en 1945. Depuis, il est devenu le franc de la Communauté financière africaine ou le franc de la coopération financière en Afrique centrale. Alors avec quels résultats les pays de la zone ont-ils mieux réussi que leurs voisins en matière de développement, le véritable enjeu pour cette partie du monde? Eh bien, regardons les cartes et les principaux indicateurs socio-économiques. Tout d'abord, la réalité géographique et humaine des pays de la zone franc est très diverse. Ces 14 États s'étendent sur un immense espace climatique. Du nord au sud, on traverse le Sahara, au nord du Mali, du Niger et du Tchad, ensuite le Sahel, et puis des zones tropicales d'abord sèches, puis de plus en plus humides, pour finir dans la forêt équatoriale au Gabon ou au Congo. Comme le montre cette carte des densités, les populations sont très concentrées territorialement, les zones désertiques et les forêts trop denses étant délaissées. Les pays les plus peuplés de la zone franc en 2017 sont la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Niger, suivis par le Burkina Faso et le Mali. Au total, 158,6 millions d'habitants vivent dans cet espace monétaire. Mais premier constat, avec 13% de la population africaine, la zone ne produit que 8% du PIB du continent. Nous allons voir maintenant que les pays de la zone sont spécialisés au niveau mondial dans la production et la vente de matières premières brutes non transformées et donc à faible valeur ajoutée. On va commencer par l'agriculture. Les cultures d'exportation se sont développées à grande échelle, notamment le coton, qui est cultivé au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Togo,
au Bénin et aussi au Cameroun et au Tchad, le cacao, dans les plantations de Côte d'Ivoire, qui est le premier producteur mondial, et dans celle du Cameroun, et également le café, le palmier à huile, l'EVA et les fruits tropicaux. Tous ces produits agricoles représentent une part importante des richesses dans de nombreux pays de la zone, de 20 à 94% de leurs recettes d'exportation. Autre source importante de revenus à l'export, les mines et les hydrocarbures. Commençons par les minerais exploités dans la région. On trouve de l'or au Mali, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, des phosphates au Sénégal et au Togo. Le Niger possède les 5e réserves mondiales d'uranium dans la région d'Arlit. La République centrafricaine a des mines de diamants, le Gabon de l'uranium et du manganèse. Quant au pétrole, il abonde au Tchad et dans le golfe de Guinée. Les économies de la Guinée équatoriale, du Gabon et de la République du Congo, 3 pays faiblement peuplés, reposent entièrement sur la rente pétrolière. Cet or noir représente plus de 80% de leurs recettes à l'export. Toutes ces matières premières sont exportées brutes, on l'a vu, via 3 grands ports de dimension internationale, Dakar au Sénégal, Abidjan en Côte d'Ivoire et Douala au Cameroun. Avec pour conséquence une forte dépendance aux cours mondiaux des matières premières, largement volatiles. Alors si l'on regarde à présent la croissance économique de la zone, eh bien on constate que sur la période 1994-2014, la moyenne de la croissance de l'Afrique subsaharienne était de 1,5% et seuls 3 pays de la zone CFA étaient au-dessus, le Tchad, la Guinée équatoriale et le Burkina Faso. En 2015, la hausse des prix des matières premières agricoles a cependant permis à la Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Mali d'atteindre une forte croissance bien supérieure à la moyenne africaine. Alors regardons maintenant la carte de l'inflation en Afrique en 2015. Plus la couleur est claire, plus l'inflation est faible. On voit que les pays CFA suivent les règles européennes et obtiennent de bons résultats dans ce domaine, avec une inflation plus faible que le Ghana ou le Nigeria par exemple. La hausse des prix n'y dépasse pas les 2 à 3% par an, sauf au Tchad et en République centrafricaine, ravagée par des années de guerre. Mais un niveau d'inflation plus élevé n'empêche pas un pays comme l'Afrique du Sud d'avoir un niveau de développement bien supérieur. Alors cette stabilité des prix a-t-elle permis aux pays de la zone franc d'attirer plus les investisseurs étrangers ? Les flux d'investissements étrangers se dirigent bien davantage vers les pays riches en hydrocarbures comme le Nigeria, l'Angola ou le Congo, que vers le Cameroun, la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. Plus que la stabilité monétaire, les profits du pétrole semblent attirer les capitaux extérieurs. La monnaie unique devait favoriser les échanges commerciaux entre pays de la zone. Pourtant, ceux-ci ne représentaient que 19% du total dans l'UMOA et seulement 7% dans la CEMAC en 2014. On est bien loin de l'intégration régionale espérée. À titre de comparaison, la part des échanges est supérieure à 60% au sein de la zone euro. Alors, pourquoi cet échec ? Premièrement, parce que ces pays ne sont pas complémentaires. Prenons l'exemple de la filière coton, on compte dans la zone 8 pays producteurs qui n'ont donc aucun intérêt à l'échange. Deuxièmement, avec une monnaie forte comme le CFA, importer des t-shirts de pays à monnaie faible, comme venant de la Chine ou du Pakistan, coûte moins cher que de les produire localement. 97% du coton de la zone est ainsi exporté sans transformation, aucun pays n'ayant pu développer son industrie textile. Faute d'industrie compétitive, la plupart des produits manufacturés et des biens de consommation courante sont donc importés d'Asie, d'Europe et aussi du Nigeria. Résultat, 60 ans après les indépendances africaines, 10 pays de la zone franc sur 14 sont classés par l'ONU dans les pays les moins avancés du globe, que l'on voit ici en vert sur la carte. Cette situation de pauvreté et de sous-développement est partagée par de nombreux pays voisins. L'appartenance à la zone monétaire CFA n'a donc pas joué en faveur des États membres. Enfin, regardons pour terminer l'indice de développement humain ou IDH en 2015. Cet indicateur des Nations Unies combine
le PIB par habitant, l'espérance de vie et le niveau d'éducation. Plus la couleur est foncée sur la carte, plus il est élevé et meilleure est la situation des habitants. Eh bien, vous le voyez, on constate que sur les 16 pays en bas du classement mondial, 6 font partie de l'espace CFA. Et seuls les 3 États pétroliers d'Afrique centrale sont au-dessus de la moyenne africaine. Si la France-Afrique n'existe plus et que le franc est mort depuis 2002 au profit de l'euro, pourquoi donc le franc CFA survit-il dès lors qu'on vient de le voir? Son efficacité est contestable. Eh bien, le débat existe depuis longtemps et il semble en train d'être tranché. Ainsi, l'Afrique de l'Ouest a fait un pas vers la sortie de la zone franc en lançant un projet de monnaie unique au niveau de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, qui compte à ce jour 15 pays et 300 millions d'habitants. L'échéance est fixée à 2020. Il est d'ailleurs prévu la création d'un institut monétaire en 2018, censé préparer les instruments d'une banque centrale ouest-africaine. Cette monnaie unique aurait de nombreux avantages selon plusieurs économistes, et notamment celui de mettre fin aux tutelles monétaires. Pour aller plus loin, cet ouvrage, Sortir l'Afrique de la servitude monétaire par un collectif d'économistes africains, aux éditions La Dispute. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. À bientôt.